adhérer aux Jeux Olympiques de 2030, accepter les Jeux Olympiques de 2030, critiquer les Jeux Olympiques de 2030. À l'évidence, ces JOP font réagir les uns et les autres. On a toutes et tous un avis, parfois très tranché, parfois plus mesuré, autour d'une perspective comme celle-ci. C'est d'ici 5 ans seulement. Nous allons continuer sur cette thématique des Jeux Olympiques avec la notion d'adhésion et d'acceptation avec nos invités. Laureline Chopard, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de Pau France et forcément, le sujet des Jeux vous interpelle et vous anime au quotidien. À vos côtés, Yvan Schex, vous êtes toujours directeur de l'Agence du développement économique mais aussi touristique du département des Hautes-Alpes. Camille Régoret, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de Mountain Riders et puis à vos côtés, Mathieu Navillot, bonjour, bienvenue. Vous êtes skieur professionnel mais aussi président de l'association Une bouteille à la mer. Et vous avez toutes et tous un regard, un avis sur ces Jeux Olympiques. On commence peut-être avec vous, Laureline Chopard. Quel regard vous portez sur cette perspective aujourd'hui qui est devenue une réalité depuis quelque temps avec une échéance à venir qui a été arrêtée. Quel est votre regard et la position de l'association que vous présidez? Je vais essayer de répondre simplement. Protector Winter, c'est une association qui représente des passionnés de montagne. Notre association elle a été créée par un snowboarder professionnel aux États-Unis il y a de ça 20 ans et qui trouvait que lui voyait à son échelle le réchauffement climatique en montagne et qui avait besoin de faire porter la voix des pratiquants d'outdoor pour alerter dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'était un regard de sachant. Et c'est un regard de sportif surtout et de passionné avant tout. Plutôt que de sachant. Et Protector Winter, c'est ça, c'est de dire nous on veut que les hivers continuent à être là. Et donc la vocation première de l'association, c'est celle-là. En France, on travaille sur de nombreux sujets, mais on a vraiment un ADN qui est issu du milieu du sport. Donc ce sujet JOP 2030, il nous a interpellés, à la fois parce que notre communauté, on représente environ 40 000 personnes, tout réseau confondu, c'est plutôt des gens issus du monde du sport ou c'est des passionnés de sport. Donc oui, bien sûr, quand on dit olympisme, ça fait rêver. Et je veux faire la différence entre olympisme et Jeux olympiques. Je trouve qu'on a parlé beaucoup de Jeux olympiques, on n'a pas beaucoup parlé d'olympisme. Et vraiment, les valeurs de l'olympisme, c'est vraiment quelque chose qui nous fait rêver. Et par contre, on a aussi des gens qui sont très engagés sur les sujets environnementaux, de vivant et de justice sociale. Et il y a vraiment cette dissonance cognitive qui est présente et qui est peut-être présente chez un grand nombre d'entre nous, de dire c'est des jeux qui font rêver. On est tous d'accord avec des jeux respectueux de l'environnement et durables dans le respect des limites planétaires. Je me permets de le dire parce que c'était l'intitulé de la question qui était posée dans le dossier de candidature. Quand on dit qu'on a 83% de personnes favorables aux jeux, c'est 83% de personnes qui ont répondu à une question à des jeux respectueux de l'environnement et des limites planétaires. Donc on a tous envie de ça. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans les éléments de candidature, il y avait des promesses, vous en avez parlé, vous avez dit les promesses de durabilité sont le fondement de la candidature. Par contre, il n'y avait que des promesses et il y avait très peu de choses, très peu d'éléments tangibles. Le dossier de candidature, il est vraiment très creux de ce côté-là. Et surtout, et ça c'est un des éléments que demande également le CIO, c'est que les habitants n'avaient pas du tout été partie prenante de la candidature, des gens qui l'ont découvert, y compris des habitants des territoires. Peut-être à la différence d'Albertville, où c'est un projet qui avait porté complètement le territoire, qui avait été vraiment festif. Et en fait, on s'est dit, aujourd'hui, ce qui nous manque cruellement et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir s'assurer que ces jeux ils sont construits avec les citoyens et qui vont bien répondre aux besoins prioritaires des territoires, en plus d'être dans le respect des limites planétaires. Donc une vigilance, c'est en tout cas ce que vous exprimez. Alors ce regard en tout cas, ou ces interrogations, ces réflexions et parfois ces réticences, elles sont connues à l'évidence de celles et ceux qui portent les jeux depuis le début. Je vous propose d'écouter Renaud Muselier qui a conscience, en tout cas dans ses mots et médiatiquement, de ces réticences. Regardez. Je pense qu'il faut fédérer les Alpes parce qu'il y a un avenir pour la montagne d'ici 2050. C'est un très gros enjeu. On a le réchauffement climatique, il ne faut jamais être dans le déni. On sait que les stations qui sont en basse altitude ont d'énormes problèmes. Quelle est la vision économique du développement de cette montagne pour garder une vie économique dans ces vallées? Et donc il faut modifier un certain nombre de structures, de transport, d'économie de montagne, d'économie valléenne, pour faire en sorte qu'on soit prêt pour 2050. Et notre territoire, on doit le protéger, on doit le mettre en avant et on doit lui donner une vision. Et je suis un des acteurs, c'est vrai, mais avec une vision
vision partagée, je pense, parce que tout le monde s'y met maintenant petit à petit. C'est réfléchir à la montagne jusqu'en 2050 et c'est justement ces jeunes-là qui vont être les constructeurs de demain et c'est à nous de pouvoir leur montrer de quelle manière on peut le faire. On va sûrement passer à côté de certaines choses et c'est pour ça que c'est important de discuter avec eux et de pouvoir les intégrer dans cette discussion. On croit énormément à cet avenir et finalement, ça sera peut-être pas que du ski, ça sera peut-être pas que la neige, mais la montagne, on sait pertinemment que dans les années à venir, ça sera un refuge. Que l'héritage du village olympique soit bien entendu un héritage de logement, mais spécifiquement sur ces deux sujets, logement saisonnier, logement en accession. Si on arrive à faire ça, je crois qu'au-delà de l'exemple qu'on aura donné en termes de réhabilitation, qui est quand même le sujet de la montagne de demain, on aura donné, je crois, l'exemple de quelque chose qui fonctionne et qui répond aux problématiques du territoire. Il faut que les stations s'emparent du sujet et réussissent enfin à craquer le sujet de l'habitat pour les populations locales. C'est un sujet qui est différent des Jeux Olympiques, mais en réalité, les Jeux Olympiques peuvent servir de catalyseur pour dire maintenant, on change les choses et on réinvestit pour les populations locales pour qu'elles puissent habiter à l'année et animer ces territoires de montagne. Mathieu Navillot, vous croyez à cette idée que les Jeux vont favoriser l'implantation locale et une vie à l'année plus simple, plus accessible en montagne? Alors oui, je pense que ça pourrait. Après là, quand je regarde ça, moi ça me fait rêver. J'ai grandi à Tignes, j'ai habité ce territoire longtemps. Le foncier a un peu augmenté, j'ai dû déménager dans la vallée. Mais c'est plein de belles promesses et c'est plutôt cool. Vous y croyez à ce discours que vous jugez sincère ou insincère? J'ai un peu de mal après les Jeux Olympiques de ces dernières décennies qui sont... Paris, c'est cool, hein, c'est plein d'émerveillement, mais c'est aussi beaucoup d'injustice sociale. On n'a pas les résultats, mais je pense que ça va être comme les Jeux précédents. Ils vont être en gros déficit, ça va coûter aux populations. La justice environnementale, j'en parle pas, on est en quasi plein cœur de Paris. Mais c'est quand même malgré tout, si on ferme pas les yeux et si on les ouvre en grand, beaucoup de... c'est tout sauf de la réussite sous plein d'aspects, donc bien ouvrir les yeux là-dessus. Quand j'écoute ça, moi j'ai envie de rêver, de me dire oui, ça va marcher. J'ai un peu de mal avec les échecs des Jeux précédents. Vigilant également comme Laureline, j'imagine. Camille Régorez, comment vous regardez justement cette adhésion citoyenne qui existe peu, trop peu, ou pas encore, ou au contraire qui n'existera pas tout court? Il y a peut-être un sujet brûlant sur lequel j'aimerais revenir et qui n'a pas été évoqué depuis le début des échanges, c'est la notion de temps. Parce que moi, quand je regarde et j'entends ces mots, j'ai envie de signer tout de suite, en fait. J'ai l'impression qu'on est d'accord. Par contre, on est en juin 2025, et là, le rendez-vous... Donc le calendrier vous inquiète? Le rendez-vous est dans 4 ans et demi. Et dans 4 ans et demi, pour arriver à ça, il va falloir se préparer. Il va falloir faire ensemble, et il va falloir déployer. Et quand on pose la question, effectivement, au COJOP, c'est clairement aujourd'hui pas sa préoccupation première. Donc ça veut dire que d'autres vont devoir s'en charger dans ce pas de temps qui est très court. Donc ça c'est une première inquiétude, ou en tout cas un point de vigilance à avoir. Et effectivement, la clé de voûte de la réussite de ces Jeux, de l'amont, du pendant et de l'après, c'est effectivement pour nous d'être en capacité de dialoguer. Partant du postulat que de dialoguer, c'est pas si simple que ça, dans un contexte où les crises s'amplifient et que les expériences nous ont montré que les tensions sociales aussi vont a priori s'accentuer, parce qu'en fait, nos ressources vont diminuer. Et ça, c'est quelque chose à côté duquel on est en train quand même clairement de passer. Et c'est là où nous, chez Mountain Riders, on pousse absolument des dispositifs qui permettent à la fois de créer des espaces de dialogue, mais aussi et avant tout de former les acteurs à ce dialogue. Parce qu'ils ne s'improvisent pas. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on travaille ensemble ou qu'on communique et qu'on croit se mettre d'accord qu'en réalité... le dialogue est réellement constructif. On y arrive, et on parlait beaucoup d'imaginaire, de récit. L'enjeu va être, et c'est ça le dialogue, de laisser de la place aux récits et aux imaginaires émergents, ceux qu'on ne veut pas toujours entendre, pour qu'il y ait une pluralité en fait d'imaginaires et de débats. Et c'est que de là va naître en fait la créativité et l'innovation dont on va avoir besoin pour réussir ça dans un temps court. Yvan Schex, Camille évoquait le calendrier. Êtes-vous déjà très en retard? On n'est pas en avance. C'est bien dit. Mais j'ai la faiblesse de croire qu'on n'est pas en retard. Il faut juste peut-être
rappeler quelques dates. C'est le 24 juillet 2024 que le CIO a attribué les Jeux Olympiques, avec un cas de figure aux Alpes françaises en 2030, avec un cas de figure totalement inédit dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'est que le comité d'organisation a été créé après. La candidature a été portée par d'autres. Et que bien évidemment, le comité d'organisation doit se mettre en place. C'est l'association qui est présidée par Edgar Gros-Perron. À ses côtés, une société d'aménagement des ouvrages olympiques a été créée. C'est un établissement public présidé par les 2 présidents de région. Et tout ceci se met en branle. Et moi, je ne doute pas que l'on sera prêt le 1er février 2030, parce qu'entre le mois de juillet et aujourd'hui, même si les structures ont mis du temps à s'installer, les dossiers ont avancé. Ce qui me paraît essentiel au regard du calendrier que vous évoquiez, c'est que chacun considère que les Jeux Olympiques, c'est l'affaire de tous. Pour peu qu'on soit passionné, comme vous l'avez évoqué, par les sports d'hiver, et puis attaché à son territoire et avoir une exigence sur ce qui doit être demain. C'est l'affaire de tous, et ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres, où que l'on soit, qui que l'on soit, on se saisisse du sujet et qu'on fasse avancer les causes. Et je crois que le risque, ce serait de trop attendre les parties prenantes et de tout miser sur l'État, les 2 régions. Et sur ce groupe de travail. Et sur les structures qui portent l'événement. Bien évidemment, c'est elles qui vont livrer les Jeux Olympiques. Mais je pense qu'on leur rendra service, et on rendra service aux Jeux Olympiques et Paralympiques, si chacun d'entre nous se saisit de ces questions-là et les fasse avancer, pas à pas. Alors, nous avons évidemment invité le comité d'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques ce soir. Malheureusement, pour des questions de calendrier et à regret, les membres du COJOP ne pouvaient être présents ce soir, notamment Edgar Gros-Perron. Nous sommes allés à la rencontre de François Laché, membre du COJOP, qui travaille au plus près d'Edgar Gros-Perron et qui est, lui, lucide, bien sûr, sur les positions des pros et anti-jeux. Regardez. Je conçois tout à fait qu'on puisse s'opposer. C'est normal qu'il y ait des oppositions. Je pense qu'il faut qu'on en parle aussi, parce que les Jeux, c'est très complexe. C'est sans doute l'événement sportif le plus complexe du monde à organiser, à comprendre. Et la preuve, c'est que nous-mêmes, on se structure pour le faire et que ça nous prend déjà du temps et qu'on n'a pas tout. Donc il faut en discuter, parce que par contre, on a la chance de pouvoir les organiser depuis les territoires, et donc en ayant aussi des vrais objectifs et des choses à mettre en place. On ne nous livre pas, les Jeux ne sont pas déposés par le CIO dans une boîte en disant « Allez-y, vous avez 5 ans, organisez nos Jeux ». Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et du coup, il y a un levier. Il y a des leviers de changement, pas seulement d'ailleurs sur les événements, il y a levier sur l'événement sportif, mais voilà, sur le territoire autour et sur ce que ça peut faire ensuite, ce que ça peut donner pour le tourisme aussi du ski, pour la montagne en elle-même. Mais on donne surtout rendez-vous à nos habitants, à notre population, à nos citoyens. On donne rendez-vous à tout le monde, on est ouvert, on commence à se structurer, et dans la structure, bien sûr qu'on sera très attentif à ça, parce que c'est aussi ça qui va faire que les Jeux seront les Jeux 2030 en France et pas d'autres Jeux. C'est ce qui fera la spécificité, c'est ce qu'on va en faire nous, tous. Laureline Chopard, vous croyez à cette volonté d'inclure la population, les populations au sens large, cette idée de concertation? Alors moi, j'y crois complètement, puisqu'en fait, vous avez encouragé les acteurs à s'en saisir. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Protect Our Winters, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on sollicitait des parties prenantes, on a sollicité les régions, on est même allé à l'Élysée, on est allé à Matignon pour présenter un certain nombre de sujets. Comment sont perçues vos démarches, justement, de Alors pour le sollicitation? coup, très bien reçu à l'Élysée, à Matignon. On a été reçu par les conseillers JOP d'Emmanuel Macron, à l'époque c'était l'an dernier, parce qu'en fait on a coécrit, et Camille pourra en parler, une tribune avec un certain nombre de scientifiques, d'acteurs du sport, qui disaient pour avoir des Jeux olympiques qui soient en phase avec les limites planétaires et positifs pour les territoires, il y a 17 conditions à respecter. Nous, on pense que c'est celles-là, et on est prêt à les porter avec vous, à venir vous les expliquer, etc. Et les seules qui ne nous ont pas répondu, c'est les 2 régions. Et le COJOP nous a appelés en nous demandant lesquelles étaient négociables. Donc on leur donnera une ligne directe avec la planète Terre pour qu'ils aillent négocier avec elles. Et du coup, on s'est emparé du sujet, on s'est dit, en fait,
On va organiser une consultation, une participation citoyenne aussi, parce que c'est ce que notre communauté demandait. On a fait une enquête qui disait que 80% des répondants disaient qu'ils voulaient être associés à ces Jeux. Et donc ça démarre ce week-end. C'est la première convention citoyenne olympique. Elle est de manière pilote sur le territoire Thônes-Aravis. Et je dis un grand merci à la mairie d'Annecy, entre autres, et au 1% pour la planète qui nous ont soutenus financièrement. Et qui vous accompagnent dans ce projet. Avec nos petits bras. Et en fait, on l'a organisé nous. Il y a une quarantaine de citoyens qui vont venir sur 3 week-ends déjà se former aux enjeux, comprendre qu'est-ce que ça veut dire des Jeux Olympiques dans les Alpes en 2030, quels sont les enjeux climatiques, quels sont les enjeux socio-économiques, démographiques. Et surtout, au début, on était un petit peu tout seul avec nos petits bras. Il y a l'équipe de Mountain Riders qui va se joindre à nous pour assurer et pour nous aider à créer de l'intelligence collective. Et surtout, en fait, on a finalement, il y a 2 jours, le COJO et le CIO qui ont dit en fait, on va venir parce qu'on pense que ce que vous faites, c'est bien. Super, merci. Le comité de massif des Alpes est présent. On a Domaine Skiable de France, la CIPRA qui sont dans le comité de gouvernance. Donc, en fait, c'est quelque chose de très sérieux. Et surtout, on va faire porter toutes les voix. Les citoyens, ce week-end, ils vont entendre le COJOP et le CIO présenter la candidature. Ils vont entendre Guillaume Desmures, le méchant Guillaume Desmures que vous avez vu poser des questions. Pourquoi méchant ? Ils vont entendre, parce qu'il est contre les Jeux, non, c'est ça. Ils vont entendre Delphine Narda, qui est la fondatrice du collectif JO 2030, qui vient d'attaquer en justice la loi olympique. Donc en fait, ils vont entendre toutes les voix, ils vont entendre des scientifiques. Donc des voix très différentes pour des voix très différentes. Et en fait, entendre, écouter et bien comprendre sûr. aussi. Et surtout, parce qu'en fait, c'est important que tous ces acteurs se mettent là autour de la table. Moi, je trouve dommage, c'est que vous avez mis à la même table les 3 ONG, alors que dans l'absolu, on est assez d'accord. Heureusement, Yvon représente un autre cénacle. Mais ça montre bien qu'en fait, on a quand même une vision d'un dialogue qui est assez binaire. On met les ONG, les citoyens ensemble, et puis le reste des parties prenantes ensemble. Et en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on va essayer de démonter. Je dis essayer, c'est pas fait encore. On verra ce qu'il en est la semaine prochaine. Et l'idée surtout, c'est que on le fait de manière pilote et avec nos petits bras, je le dis, parce qu'on est une petite équipe sur le territoire Thônes-Aravis. On a la mairie de la Clusaz aussi qui sera là, que je remercie, parce que c'est courageux de leur part de venir. Et l'idée, c'est... on est tout à fait prêt à venir sur le territoire des Hautes-Alpes pour organiser le même type d'événement, pour le faire sur les autres territoires, parce qu'en fait, c'est nécessaire. Et au-delà de remporter l'adhésion, ce que disait Camille, c'est qu'il faut écouter des voix, et c'est pas pour ou contre. C'est le gris clair au gris foncé, et c'est cette multitude d'ententes. Je vous le disais, on veut tous des jeux durables, et ça va être la fête, et on va tous rêver, parce qu'on a tous des yeux d'enfant avec ça. Par contre, c'est pas à n'importe quel prix, et il faut entendre ça. Mathieu Navillot, sur cette idée justement que ce dialogue est parfois difficile, et que celles et ceux qui ont le même courant de pensée peuvent se retrouver, que les échanges sont relativement difficiles. Vous le mesurez vous aussi au travers de votre association, des échanges que vous initiez ou des échanges aussi auxquels vous participez ? Alors, ce sera surtout des échanges auxquels on participe. L'année dernière, on a eu la chance d'aller à Thônes pour parler avec les gens du territoire, et puis pour parler avec des sachantes sur la sociologie, sur l'environnement. C'était super intéressant. Il n'y a eu aucun échange. Tous les invités qui sont, on va dire, le monde politique impliqué dans la candidature n'ont pas pu répondre parce qu'il n'y avait pas encore assez d'infos à l'époque pour parler de cette candidature. Donc je ne sais pas aujourd'hui à quelle hauteur ça a évolué. Je ne sais pas comment ça va se passer sur ce que Protect Our Winters organise. Mais je suis vraiment friand de ces échanges puisque ça permet de construire. Moi, j'ai une grande, on va dire, une grande méfiance et peur sur ce que sont les Jeux Olympiques ces dernières décennies, puisque sous tout un tas d'aspects, ça ne marche pas. Été comme hiver ? Été comme hiver, d'un point de vue économique, environnemental, sociétal, c'est quand même... alors c'est chouette, ça émerveille, mais ça reste très léger. Moi, j'ai rêvé de faire les Jeux Olympiques, j'ai été fédéré pendant de nombreuses années, donc ça m'a fait rêver. C'est chouette en tant qu'athlète de participer aux Jeux. Aujourd'hui, construire les Jeux, c'est super important. On est sur des territoires où on est interdépendant de l'état de santé des territoires. C'est cool, Tine, le jour où il y a plus d'eau ou plus de neige, on va être embêté, donc il faut le construire aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'en construisant les mêmes jeux, ou en tout cas dans la même veine que ces 10 dernières années, enfin plus d'ailleurs, on va aller plus loin, mais on peut rester sur les 10 dernières années, soit efficace. C'est détruire en fait ce sur quoi on est assis.
Alors au-delà des arguments, au-delà du calendrier aussi, vous l'avez évoqué Camille, il y a aussi les enjeux juridiques avec notamment la notion d'intérêt général qui est associée aussi à la loi olympique qui permet de faire accélérer tel ou tel dispositif. Nous sommes allés interroger Delphine Lara du collectif citoyen JOP 2030 qui soulève donc cette question essentielle de l'intérêt général. Regardez. Ce qu'on tient à dire, c'est que il y a quand même un gros problème de respect de nos normes, notamment la Charte de l'environnement et la Convention d'Aarhus, qui est une convention internationale ratifiée par la France et qui impose qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler un débat public, à tout le moins une mesure d'information et de consultation du public qui n'a jamais été tenue, notamment au stade de la candidature. On a quand même franchi toutes les étapes, c'est-à-dire la candidature, le dialogue ciblé, au cours duquel on aurait pu mener cette mesure d'information pour être sûr qu'en fait on n'allait pas s'engager et mettre les habitants devant le fait accompli. Rien n'a été mené et nous on dit cette mesure d'information et de participation du public, au-delà de donner de l'information, c'est un espace qui permettrait de déterminer si oui ou non ce projet, cette candidature, c'est d'intérêt général. Parce que c'est une notion qu'on n'a absolument jamais débattue pour l'instant et c'est pas une notion juste comme ça qui sort de nulle part. C'est une notion, cette notion d'intérêt général, c'est celle qui permet à la loi olympique d'amener toutes les dérégulations. C'est une notion juridique sur laquelle le législateur doit se baser pour pouvoir dire nous allons déréguler. Il faut savoir que les dérégulations, ça va impacter 20 codes ou lois différentes quand même. Ce n'est pas juste une petite dérégulation. Vous avez des dérégulations à nos principes fondamentaux du droit, comme par exemple l'exonération fiscale au profit du CIO et d'Omega, qui est le pilier quand même de notre République. Et le pilier de notre droit, c'est le principe de l'égalité de tous devant la loi. Vous avez ces dérégulations qui ne peuvent être faites qu'au nom de l'intérêt général. C'est l'intérêt général aussi qui va dire si tel projet d'infrastructure est d'utilité publique et permet des expropriations. Et bizarrement, cet intérêt général n'a absolument jamais été discuté. On n'a plus du tout de temps à attendre parce qu'une fois que la loi va être votée, elle va régulariser l'irrégularisable. Et en fait, on va se retrouver comme d'habitude devant une politique du fait accompli. Le fait accompli, c'est pile l'inverse de la concertation initiale et au préalable. Camille Régorez, ce mot de concertation, il est aussi à l'image de ce que vous défendez. Oui, puis ce témoignage, ce qu'il nous dit, c'est la nécessité... En fait, là, je reviens sur le temps, mais c'est important de se dire qu'on va potentiellement s'engouffrer dans un enjeu de dire « Ok, il faut qu'on fasse du dialogue de façade ». Et là, ce que ce témoignage nous dit, c'est l'enjeu de faire du dialogue multiniveau. Et en fait, ce n'est pas parce qu'il y a une concertation à gauche sur un territoire, qu'il y a un groupe de travail ministériel, qu'il y a un parlement régional, qu'en fait, il faut se passer de dialogues locaux. Et selon vous, qui doit décider, trancher à la fin? Et du coup, c'est effectivement la question à poser, en fait, cette question de l'héritage, de l'après. Dialoguer, c'est bien, mais à un moment donné, il faut trancher et s'arrêter sur quelque chose. Qui doit décider, selon vous? Et bien, du coup, ce qui est important, c'est de pouvoir... Aujourd'hui, on a un système qui fait qu'on a des élus qui sont quand même là pour décider. Et c'est important de définir, en fait, c'est quoi le dialogue. Le dialogue, il y a plein de niveaux différents de dialogue. Et on a souvent tendance à un petit peu tout mélanger. Le dialogue, il va de l'information à la co-construction, voire la codécision. Et en fait, souvent, on fait tout en même temps. Et l'enjeu, c'est de pouvoir finalement former aussi les acteurs des territoires, les élus notamment, à ce que c'est ce dialogue pour pouvoir positionner une stratégie de dialogue sur son territoire et définir qui sont les parties prenantes à engager et quel périmètre de responsabilité on va donner à ces personnes qu'on concerte, qu'on consulte. Quand on consulte, on demande un avis. Quand on concerte, on fait monter des propositions. Et quand on négocie ou qu'on co-construit, on pousse des décisions à prendre qu'on va décider ensemble. Et en fait, c'est quand même à chaque territoire de s'emparer de ça, avec toutes les parties prenantes externes qui sont indispensables à ce dialogue. Yvan Scheck, à quoi doit mener ce dialogue et sur quoi êtes-vous capable de perdre sur tel ou tel sujet dans une logique de co-construction et de co-décision finale? Que seriez-vous capable de lâcher? Non, mais ça ne peut être qu'un enrichissement. Enfin, moi, je tends la main. Vous avez proposé d'intervenir dans d'autres territoires que celui où vous êtes, on
on va dire, pleinement installés. Vous êtes les bienvenus Donc tous les rendez-vous trois. est pris. Oui, tous les trois dans les Hautes-Alpes. On a mis en place un comité exécutif Hautes-Alpes 2030, justement pour réunir les forces vives. Je vous refais la proposition. Vous êtes tous les trois les bienvenus pour enrichir nos débats et évoquer ces questions-là. Peut-être juste dire quelque chose, alors peut-être qui risque de braquer certains, mais quand même. Enfin, moi, je suis un démocrate. On est en démocratie. Un des fondements de cette démocratie, c'est qu'elle est représentative. Tout ce qui arrive est imposé par personne. La loi olympique qui a été évoquée à l'instant avec pas mal de raccourcis, elle sera votée par le Sénat et l'Assemblée nationale. Elle s'imposera à chacun d'entre nous. Il y a des garde-fous. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. De la même façon, et d'ailleurs ces gens-là ont saisi d'autres instances juridiques, donc on verra ce que diront ces instances juridiques. De la même façon, partout où se tiennent les Jeux Olympiques, les collectivités locales et territoriales ont délibéré. Les communes, les comités de communes, les départements. Donc pour vous, le dialogue est déjà existant, très existant. Je dis juste qu'il faut continuer à dialoguer, il faut élargir le cercle, il faut ajuster le projet là où c'est nécessaire. Parce qu'il est encore à ajuster selon vous ? Il reste tout à faire. Ça rejoint l'idée du calendrier, peut-être. Oui, il reste tout à faire. On est au début de l'histoire de la livraison des Jeux Olympiques. Mais tout ça ne doit pas amener à considérer que ces Jeux sont illégitimes et que ceux qui sont élus doivent bien se garder de prendre des décisions. Et je trouve que là, il y a un glissement qui est pas très, on va dire, satisfaisant. Parce que si on écoute le droit des élus que quand ils pensent comme vous, ça pose question quand même sur l'avenir de cette démocratie. Alors, comme vous le savez, deux grands témoins écoutent avec beaucoup d'attention ce qui est dit, écoutent aussi les non-dits, Éloane et Chiara. Vous êtes attentifs depuis le début de ce versant futur consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Un mot peut-être sur ce que vous avez entendu, sur les attentes qui sont les vôtres, sur une échéance comme celle-ci. Oui, alors pour répondre un peu globalement aux deux parties des deux tables rondes sur cet aspect des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a le ressenti déjà d'une sorte de friction entre est-ce qu'on veut des Jeux écolos qui seraient plutôt concentrés sur un seul territoire comme on a eu 1992 ou 1968, ou est-ce qu'on veut des Jeux plutôt socio-économiques, et là il faut qu'on étende les Jeux vers des territoires qui n'ont pas les coups de projecteur que les Jeux pourraient amener. Maintenant, il faut aussi trouver un cap clair, parce que est-ce qu'on veut des Jeux écolos? Est-ce qu'on veut un boost socio-économique? Est-ce qu'on veut développer des infrastructures ou ramener un coup de projecteur? Et ça me ramène aussi un peu sur la première intervention de M. Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui parle de sobriété, de jeux sobres, mais il parle d'une sobriété économique. Il a appuyé sur le côté économique, donc on se demande déjà là où vient le côté écologique. Monsieur Chex, vous disiez aussi, faut pas se leurrer, il y aura toujours de la neige en 2030. Ça se nuance un petit peu, il y a déjà des stations qui ferment, comme la Sambuy, comme dans les Bauges, Notre-Dame-du-Pré en Tarentaise. Il y aura toujours des stations en 2090, notamment en Tarentaise, mais il faut trouver un récit alternatif qui ne viennent pas embellir non plus la réalité. Et moi, j'avais une question à poser. Tout le monde parle d'héritage des Jeux. L'héritage, il fait notamment appel aux générations futures de ce territoire, comme la jeunesse. Ma première question, c'est est-ce que la jeunesse a été consultée pour l'apport de ces Jeux sur le territoire ? J'ai déjà peut-être la réponse, mais ma deuxième question, c'est est-ce que la jeunesse est intégrée dans la construction de ces Jeux Olympiques et Paralympiques en 2030 ? Et au-delà même d'une question, c'est un espoir en fait. Camille Régorès, sur cette idée de consultation et sur ce qui vient d'être dit par Éloane. Ouais, c'est effectivement l'essentiel. Moi, je vais témoigner très concrètement d'une expérimentation qu'on mène depuis maintenant 1 an et demi à la Clusa, où effectivement, dialoguer, ça prend du temps. Hein. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé, on n'a pas terminé. Hein. Les jeunes, ils ont leur place. On a monté un groupe effectivement de jeunes où il y a eu du dialogue avec les élus. Et c'était hyper intéressant de voir, via différentes méthodes, mais en fait, ce qui a pu... le regard à la fois pertinent et ajusté de leurs propositions, alors qu'ils ne sont pas dans les services techniques de la collectivité, et à quel point, en fait, leur parole a eu du poids et de la valeur pour les élus locaux, parce qu'en fait, ce dialogue-là,
il n'est pas là de façon permanente. Et je crois que on parlait de démocratie tout à l'heure, et peut-être un héritage aussi, c'est se dire comment en fait notre système démocratique il peut évoluer en fait sur nos territoires de montagne, et comment tout ça va continuer en fait, parce que on parle d'horizon 2050, 2030 c'est finalement demain, et cet enjeu de dialogue il est là pour construire la suite bien au-delà des JOP en réalité, qui est un alibi. Chiara, quel regard, quelle écoute vous avez eu sur ces 2 débats autour de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030? Moi, j'aimerais rebondir sur 2 mots qui ont été utilisés par Louane, c'est les mots « avenir » et les mots « récit ». Effectivement, au début, vous nous avez demandé quels sont les mots qui décrivent les mieux ces Jeux Olympiques. Pour moi, c'était vraiment des jeux d'avenir, parce qu'effectivement, ces jeux vont permettre de définir quelle est notre manière d'envisager la montagne et notre rapport à la montagne. Et les deuxième mot, du coup, c'est « récit ». Parce qu'effectivement, c'est vraiment toute une question de comprendre quel récit on veut faire de ces Jeux Olympiques. On a vu des récits plus ou moins positifs, plus ou moins d'accord, avec beaucoup de nuances. Et je pense que par contre, les récits que les gens locaux veulent vraiment entendre, c'est un récit de comment eux, ils vivent la montagne. Parce que c'est eux qui sont là-bas. Et une expérience que j'ai toujours faite et que la plupart d'entre nous a fait dans sa vie, je pense, c'est quand quelqu'un qu'on connaît vient nous trouver dans notre ville, dans notre village, là où on habite, et qu'après quelques jours, quelques semaines chez nous, il nous dit « Ah, mais moi, je me suis fait cette opinion de là où tu vis, voilà ce que j'en pense. » Tout se résume à ça, à leur petite expérience qu'ils ont fait. Et il ne faut pas que ces Jeux Olympiques se réduisent à ça, à des gens qui viennent, qui observent ça, qui disent « Bon, voilà, c'est ça la montagne. » Je pense que c'est vraiment l'occasion de montrer aux gens la montagne, oui, c'est ça, mais c'est aussi ce que ces jeunes qui vont à l'école ici tous les jours vivent. Ce que ce vieux qui vit là, ça fait des générations qui est là, il vit tous les jours. Et je pense que ça va être vraiment une occasion d'agréger ces populations, souvent parfois isolées en fait, et de leur permettre de montrer ce qu'ils font au jour par jour, ce qu'ils vivent, comment eux ils intègrent les Jeux Olympiques dans leur vie, et de faire de tout cela aussi un manifeste un peu pour les enjeux écologiques. C'est-à-dire ces gens-là, ils vivent les changements climatiques au jour par jour dans leur expérience de la montagne, et ceux qui sont les mieux placés pour montrer aux gens qui viennent de l'extérieur pourquoi ces enjeux sont aussi importants et pourquoi les Jeux Olympiques devraient être un manifeste aussi en faveur de tout cela. Merci pour ces mots qui illustrent bien l'enjeu des Jeux. Il est si conséquent. Merci à vous quatre, en tout cas, d'être venus aujourd'hui pour échanger justement dans le dialogue autour de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous allez évidemment, à l'évidence, continuer de le faire dans un calendrier, Camille, on l'a compris, très serré avec cette échéance de 2030. Et vous allez continuer de faire avancer les uns et les autres les différents projets que vous portez et que vous menez pour faire en sorte que ces Jeux soient les plus justes possibles. Merci à vous.